numéro d'équipe? 2 compta 1. Bon. Donc, vous avez 15 minutes de présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps, dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la présentation de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune sortie ni entrée de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écouter votre présentation. Bonjour, Chloé Bourassa, je suis directeur général du Québec et j'enseigne aussi la comptabilité financière. Bonjour, Patrick Benjamin, groupe ADN, représentant de l'OPCP. Bonjour, Guillaume Benjamin, stagiaire et technicien comptable chez Groupe ADN. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification chez Groupe ADN. Bonjour, Sébastien Radé, je suis associée chez BRP. On est prêt à y aller? Yes. Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va super. On est très content d'être ici aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Alex Plante et aujourd'hui, je suis accompagné de mes 2 collègues. Mégane Porte. Et Félix-Antoine Fauché. Nous sommes du bureau comptable Groupe ADL, la division MAPA. Donc, nous sommes ici, donc on est une division qui est vraiment concentrée dans le service conseil comptable. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus ici avec un seul objectif, l'objectif de vous montrer, de vous conseiller les meilleures solutions pour votre entreprise, donc Corail. Donc, tout au long de cette présentation, nous allons vous parler du mandat. Donc, quels étaient les questionnements? Qu'est-ce qu'on doit vous conseiller? Ensuite, nous allons faire une brève FFOM. Nous allons parler des traitements comptables, donc toutes les écritures qu'on a rectifiées. Ensuite, la valeur marchande de l'entreprise pour le rachat, du financement, du contrôle interne, donc quelques conseils, comment bien dérouler le contrôle interne. Et pour finir, le projet d'investissement. Donc, pour continuer, je vais passer la parole à ma collègue Mégane. Donc, pour l'entreprise Création Caro Inc., on avait plusieurs mandats. On devait donc ajuster les états financiers, faire plusieurs écritures comptables. On devait ensuite ajuster les états financiers en fonction des écritures. On devait aussi évaluer la valeur marchande de l'entreprise en fonction du BAIA, donc du BAIA. On devait également conseiller un moyen de financement pour l'achat d'actions. On devait aussi conseiller la gestion future et le contrôle interne. Donc, c'était aussi en rapport avec l'audit. Puis, on devait aussi conseiller sur la faisabilité d'un projet d'investissement. Au niveau du FFOM, on a des facteurs internes et des facteurs externes. Au niveau des forces, ce qu'on a pu ressortir de vous, c'est que vous êtes audité, ce qui est très bon. L'entreprise, elle est québécoise. C'est du développement durable aussi que vous avez à cœur dans vos valeurs. Puis, il y a la promotion de nouvelles entreprises. Donc, vous investissez dans des nouvelles entreprises qui viennent de commencer. Les points à améliorer, donc on aurait l'échec pour la paie, ce serait dans le fond ça plus par Internet. On a aussi le peu de connaissances en affaires qu'il faudrait améliorer pour Madame, dans le fond, la fille de Madame Caroline, Charlotte. Et pour les facteurs externes, on a très peu. Donc, les opportunités, il y a le bâtiment qu'on pourrait acheter pour avoir une extension de marché. Puis, il y a aussi les menaces, donc la situation économique précaire, par exemple l'inflation. Je vais donc passer la parole à mon collègue Félix-Antoine pour le traitement comptable. Alors, on avait reçu comme mandat de corriger, de clarifier la situation au sujet de certaines écritures, certaines données pour mettre à jour les états financiers. Donc, premièrement, il y avait tout ce qui entourait les créances irrécouvrables. On s'est dit, pour l'année 2022, il estimait un 2 environ, donc des ventes à crédit. On y est allé avec le 2 des ventes à crédit dans les créances irrécouvrables, puis on s'est pris une provision au cas où, lorsqu'on va avoir la confirmation que ces créances-là ne pourront pas être recouvrées. Ensuite, on avait le stock de marchandises à la fin qui incluait des
des stocks en consignation. Donc ceux-là ne nous appartenaient pas. On est venu les retirer du stock à la fin, ce qui a bien sûr pour effet d'augmenter notre prix des marchandises vendues. Il y a aussi le retrait du propriétaire, puisque Mme Caroline, je me rappelle si c'est Mme Charlotte, Caroline Charlotte. Bon, Mme Charlotte avait acheté des actions dans une petite compagnie, mais elle avait acheté à son nom et non pas au nom de son autre entreprise. Donc, on ne peut pas compter ça comme un actif de la compagnie, on le comptabilise plutôt comme un retrait du propriétaire, donc une réduction du capital. Il y avait aussi entouré la grosse campagne publicitaire qui avait passé 26 000 en amortissement, puisqu'elle voulait le diviser sur plusieurs années. Nous, on s'est dit, une campagne publicitaire, ça s'est passé cette année, donc ça devrait être passé en charge uniquement cette année. Donc, on a retiré les frais payés d'avance qui avaient été comptabilisés au bilan pour comptabiliser le restant en charge. Ensuite, il y avait tout ce qui entourait l'émission d'un billet d'or qui était remboursable à valeur nominale de 2 millions, mais qui avait été émis à escompte. Et cet escompte-là, on peut l'amortir afin d'atteindre la valeur nominale de la dernière année. Donc, on a décidé d'amortir l'escompte de 50 000 sur la période de 5 ans qui restait. Donc, au coût de 10 000 par année, qui allait augmenter bien sûr notre charge d'intérêt. Et le dernier, c'était les droits de franchise. On a présumé que ces droits-là devaient être amortis. Donc, c'est un droit de franchise pour un contrat de 5 ans. On s'est dit qu'on serait mieux de percevoir les produits par année. Donc, c'est pourquoi on est venu les diminuer un petit peu. Ensuite, il restait le bâtiment. Plusieurs améliorations ont été portées aux boutiques et ces améliorations-là, une bonne partie était capitalisable. Ça a apporté une valeur à l'entreprise, ça a amélioré la productivité, l'achalandage. Donc, on les a capitalisés plutôt que les comptabiliser en simple charge et de réparation. Et bien sûr, il y avait l'amortissement, puisque ces améliorations-là vont perdre de la valeur. On l'a estimé sur 6 ans, puisque ce qui était fourni aux 6 ans, on va rénover, donc on a estimé la perte de valeur sur 6 ans. Donc, on va être rendu maintenant à la valeur marchande pour le rachat. Puisque dans les différents états financiers, on voit ici toutes les modifications qui ont été encourues suite à nos écritures. On peut passer au bilan. Et bien sûr, notre solde d'impôt à payer n'était plus le même. On avait versé trop d'impôts suite à notre nouveau bénéfice qu'on a calculé. Donc, on a un solde d'impôt à recevoir qu'on peut comptabiliser à l'actif. Et là, on arrive au fameux BAIA pour la valeur de rachat. Si on prend le bénéfice net, le nouveau bénéfice net de 565 000, on ajoute l'impôt, l'intérêt, l'amortissement et les ajustements, puisque la propriétaire se verse uniquement un salaire en dividende, qui d'habitude on comptabilise dans les ajustements. Donc, ça nous amène à des bailleurs redressés à peu près 1 240 000 et on applique le multiple de 4 pour donner une valeur arrondie de 5 millions de valeur de rachat, ce qui est à peu près dans la fourchette de proportion de BAIA par rapport aux ventes pour la valeur d'entreprise. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Alexis qui va vous expliquer la partie du financement pour l'achat des actions. Merci. Donc, au niveau du financement, donc, comme mon collègue tant bien dit, donc la valeur de rachat, on l'estime à 5 millions. Donc, le BAIA avec le multiple de 4. Donc, un arrondi de 5 millions. Maintenant, quelles sont les options pour nous? On en propose 3. Donc, la première, la plus classique, disons, ce serait le prêt institutionnel avec, mettons, une banque. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de mettre une mise de fonds de 20 ce qui équivaut à environ 1 million. Puis par la suite, en ce moment, les taux préférentiels des banques en 2023, on sait qu'on est dans un contexte économique plutôt pas décevant, mais compliqué. Donc, on a un taux préférentiel de 7,2 puis le taux préférentiel, c'est la banque plus 1. Donc, en environ un 8, si on suit là-dessus, donc un 8 ce qui ferait des versements annuels de 320 000. Par la suite, il y a toujours l'option de faire des paiements accélérés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par paiement accéléré? C'est venir réduire le terme de versement. Donc, on pourrait y aller plus hebdomadairement pour aller chercher moins d'intérêts courus à verser. Donc, on pourrait sauver l'intérêt de cette façon-là. Mais cette façon engendre aussi de la gestion. Parce qu'on va verser plus, on aura moins de liquidité. Donc, ça serait de quoi à voir. Sinon, au niveau des autres options, on aurait l'option avec les obligations. En ce moment, les investisseurs demandent un taux de 6 sur le marché. Donc, un 6 versus un 8 2 ça fait quand même du bien sur 5 millions dans nos poches. Donc, le 6 c'est environ le taux directeur plus l'inflation. Donc, c'est ce que les investisseurs demandent, comme j'ai dit. Au niveau de notre dernière option, on aurait le premier appel public à l'épargne.
donc aller sur le marché. Mais ça engendre beaucoup de conséquences, dont la dilution des actions. Donc, on peut peut-être avoir une perte de contrôle si jamais il y a un gros actionnaire qui met une grosse somme d'argent dans le projet, donc dans les actions. Donc, au final, ce que nous, on vous propose, ce serait vraiment d'y aller avec les obligations. Pourquoi? Parce que 8% versus 6, on est d'accord, le 6% vaut plus la peine. Puis par la suite, on a, pour le financement, donc on a la liquidité avec nous, donc on va pouvoir. Si je peux ajouter, on a pris la décision de présenter des obligations et la première appel à l'épargne, puisque Charlotte vous avait parlé d'utiliser la capacité financière de l'entreprise pour se financer, pour ensuite retirer, bien sûr, les sommes, par exemple, pour encaisser une somme due à l'obligation, ensuite retirer ça à titre de retrait propriétaire. C'est pas l'idéal, bien sûr, mais on pense que ça peut être une solution viable. On est rendu au contrôle interne? Oui. Donc, au niveau du contrôle interne, il y avait 3 remarques qu'on avait à vous faire. Donc, premièrement, pour le principe de la personnalité de l'entreprise, on doit vraiment distinguer l'actionnaire de l'entreprise en tant que telle, lorsque c'est une société par action, donc une compagnie comme la vôtre, comme Création Caro Inc. Donc, c'est pour ça que, en fait, dans le fond, pour les meubles qui étaient chez la mère de Charlotte, donc Caroline, on ne peut pas les comptabiliser dans l'entreprise, puisque c'est vraiment personnel à Caroline. Pour continuer, on doit être complètement impartial dans l'entreprise, ce qui veut dire qu'on doit faire, oui, confiance à nos employés, mais pas totalement confiance, même si ce sont des membres de notre famille ou des amis. Donc, on doit quand même garder un contrôle là-dessus et faire parfois des vérifications. Donc, c'était par rapport aux payes. Aussi, par rapport à ça, pour éviter les fraudes, on doit avoir peut-être des payes directes comparativement à passer par un membre de la famille qui doit ensuite verser les payes. Donc, la paye directe, mettons, par accéder ou un virement direct, tout simplement, ça serait préférable. Donc, pour continuer, au niveau du projet d'investissement. Parfait. Donc, au niveau du projet d'investissement, allons-y avec un horizon plus court, donc un horizon de 3 ans. Donc, Madame Charlotte nous avait dit qu'elle voulait voir sur un projet d'investissement. Donc, sur un horizon de 3 ans, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc, on a parlé d'un peu de fonds négociables en bourse. Nous, ce qu'on vous propose davantage, c'est d'aller avec des actions environnementales. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, vous êtes une entreprise québécoise, ces temps-ci, on voit beaucoup, durant les dernières années, un mouvement vers le vert. Puis le mouvement vers le vert, c'est très important aussi pour votre entreprise, mais aussi pour les consommateurs. Donc, on irait là-dessus. Au niveau, comme je l'ai dit plus tôt, l'économie ces temps-ci, ça ne va pas nécessairement bien. Donc, on vous mettrait plus vers des revenus fixes. Puis les revenus fixes, j'entends parler des certificats de placement garantis ou bien des obligations. Donc, les obligations, pourquoi? Selon certains économistes, des experts dans le domaine, on estime un 3 ans avec l'inflation retombe. Quand l'inflation retombe, les cours des options, des obligations, ils vont monter. Donc, on peut acheter du bon rendement là-dedans. Donc là, on vous a fait selon un profil conservateur. Puis pourquoi conservateur? Parce qu'on vient d'avoir un marché d'entreprise. On est dans un contexte plutôt compliqué économiquement. Donc, on se dirait un horizon de 3 ans pour voir nos options, établir nos options. Donc, on se mettrait 75% du revenu fixe puis 25% dans les actions environnementales. Et bien sûr, ça, c'est une alternative au projet d'investissement initial, puisque, regarde, vous expliquer pourquoi on avait pris une alternative. Donc, en fait, le projet d'investissement, lorsqu'on le regarde sur un horizon de 5 ans, il n'est pas rentable. Ce qui est tout à fait normal, puisque les investissements qu'on met à l'année 0, en fait, au départ, sont très importants. Donc, sont près de 3 millions et plus d'investissements. Donc, ce qui veut dire qu'on va seulement récupérer cet investissement-là beaucoup plus tard, après quelques années. Donc, on a calculé la vanne ainsi que le tri et le tri modifié. Puis, c'est toutes des valeurs négatives, donc ce n'est pas rentable. Mais pour que ce soit plus adéquat, on devrait en fait calculer ces valeurs-là sur un horizon de 20 ans. Donc, ça vous donnerait une meilleure idée du projet d'investissement. Donc, avec ces valeurs, ça nous dit dans le fond de refuser le projet, mais sur une plus longue période, ça nous dirait certainement de continuer avec ce projet. Et c'est pourquoi mon collègue Alexis vous avait présenté l'option de profil conservateur,
pour l'horizon de 3 à 5 ans, afin de trouver peut-être d'autres opportunités, puis en gardant l'argent liquide dans les obligations, récupérer nos fonds avec un petit gain en capital pour repartir sur un nouveau projet de développement durable. Oui, donc pour revenir aux recommandations, on nous a présenté quelques écritures comptables. Aussi, on a évalué la valeur marchande de l'entreprise à son BALIA. Et on a aussi conseillé le financement de l'achat des actions avec les obligations à 6 On vous a aussi donné quelques indices pour le contrôle interne. On n'oublie pas l'impartialité. Et aussi, on vous a conseillé sur la faisabilité du projet d'expansion, donc d'investissement. Donc, c'est plus sur le projet à long terme et on a une alternative. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir choisis pour évaluer votre mandat. Nous sommes Marc de chez Groupe RDL et on espère que nos recommandations vous ont plu et qu'elles vous seront fortement utiles dans vos prochaines décisions de gestion. N'hésitez pas à nous rappeler à prendre une prochaine rencontre avec nous pour qu'on puisse en jaser encore plus davantage. Et on serait maintenant prêt à prendre toutes vos interrogations. Vous avez parlé d'un financement, d'un premier appel public à l'épargne. Est-ce que vous pensez que, considérant que c'est une entreprise à propriétaire unique, ça serait réaliste d'aller voir cette chose-là? Je sais que vous l'avez pas conseillé, mais ça serait quoi les impacts pour Charlotte de faire un pas? En fait, nous, on a considéré que l'entreprise, c'est une entreprise au capital action, à capital fermé. Donc, si elle allait vers le premier appel public, il y aurait effectivement d'autres actionnaires, d'autres propriétaires potentiels, ce qui pourrait bien compliquer quand même les relations, la gestion. C'est pourquoi c'était une option si jamais les deux premières n'étaient pas convenables. Mais ce n'est pas nécessairement celle qu'on prioriserait. C'est pour ça qu'on a proposé cette désautorisation. Au niveau du contrôle interne, vous avez proposé, notamment au niveau des payes, d'aller à l'extérieur pour limiter le risque. Mais est-ce qu'on pourrait garder ça en interne, peut-être une autre alternative? Puis si oui, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour s'assurer que ce soit bien fait? Dans une stratégie de minimisation de coûts. Si je peux répondre rapidement un peu à la question, c'est sûr qu'au niveau des paiements directs, de ce qu'on parlait, c'est vraiment faire affaire peut-être avec un conseiller financier pour qu'il vous montre la démarche, puis c'est pas nécessairement compliqué. Puis par la suite, les paiements directs, c'est vraiment un sauveur de vie, comme on pourrait dire. Là. Ça se fait tout automatiquement. Puis là, de ce qu'on a compris, c'est que dans votre entreprise, on avait beaucoup d'intermédiaires. Ça a comme passé de 3 personnes. Puis nous, on veut juste vraiment minimiser le risque en tant que tel en faisant ça. Vous avez d'ajustements comptables. Puis dans vos résultats financiers ajustés, est-ce que vous avez pensé à ajouter également l'impôt que ça vient impacter? Je ne l'ai pas vu. Effectivement, on peut y retourner. Oui. L'état des résultats. Si je me souviens bien, on avait un solde à payer avant justement d'environ 450 000 en impôts, alors que là, notre bénéfice est plus bas. On a gardé le même taux qui était d'environ 40 %. Et c'est pourquoi, au bilan, puisque on s'entend que les sommes ont été versées à l'impôt en partie, et on arrivait avec une somme versée excédentaire dans l'année, donc un potentiel retour d'impôt. On est mis à ajuster les bénéfices. Moi, j'ai peut-être une petite question. J'avais un évaluateur qui, lui, récemment évalué mes terrains et les bâtiments. Et lui, il avait évalué que les bâtiments et tout avaient été plus élevés que son comptabilisé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas augmenter la valeur de nos actifs financiers? Dans le fond, c'est à cause du principe du coût d'acquisition. Donc, on doit absolument enregistrer, comptabiliser les immobilisations à leur coût, dans le fond, qui ont été payés au moment de l'achat. Donc, la juste valeur marchande à ce moment-là. Donc, on devait vraiment garder les coûts initiaux des immobilisations, et non les coûts juste valeur marchande en ce moment. Si je peux rajouter rapidement, là, au niveau des autres traitements comptables, des autres écritures, on s'est tous basé sur les principes PCGA, justement, donc les principes comptables, pour pouvoir vraiment effectuer les corrections. Je vous dis ça. C'est bon, c'est